Vous êtes dans BBC Info, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Selon des sources congolaises, le chef militaire des FDLR a été tué dans le Nord Kivu. Sylvestre Mouda Tchoumoura a été visé par un mandat d'arrêt de la CPI. Au Cameroun, les avocats sont en grève depuis lundi et dénoncent les violations des droits de l'homme et les entraves à leur profession. Et puis en deuxième partie de journal, lutter contre les inégalités, une priorité. Un dernier rapport dénonce des inégalités persistantes. Je vous le disais en titre, longtemps recherché, Sylvestre Mouda Tchoumoura, chef des forces démocratiques de libération du Rwanda, a été tué la nuit dernière. La nouvelle a été annoncée par le porte-parole des forces armées de la RDC, Richard Kasonga. L'opération s'est déroulée à Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, au nord-est du pays. Sylvestre Mouda Tchoumoura a été visé par un mandat d'arrêt international de la CPI depuis 2012 pour des crimes de guerre. Regardez ce compte-rendu de notre correspondant Pauli Mouzaya. Sylvestre Mouda Tchoumoura a été recherché par la justice internationale. Depuis 2012, un mandat d'arrêt de la CPI avait été émis contre lui pour des crimes présumés commis dans le Kivu, à l'est de la RDC. C'est dans cette région située près de la frontière avec le Rwanda qu'opère ce groupe armé depuis une vingtaine d'années. Le noyau dur des FDLR est composé d'anciens cadres de l'armée rwandaise défaits par les troupes de Paul Kagame en 1994. Depuis, ces hommes s'étaient repliés vers l'est de la RDC où régulièrement ils sont accusés de commettre des exactions contre les civils. Sous pression de l'armée congolaise depuis quelques années, le mouvement semblait affaibli. La mort de Mouda Tchoumoura est un nouveau coup dur pour les FDLR qui, depuis mai dernier, avaient déjà perdu leur leader politique décédé en Allemagne. En décembre de l'année passée, ces deux cadres du mouvement qui avaient été arrêtés puis extradés vers le Rwanda. Pauli Mouzaya, BBC Info, Kinshasa. Et puis au Cameroun, la justice est totalement paralysée cette semaine. Les avocats sont en grève depuis lundi. Ils dénoncent les entraves à l'exercice de leur métier. À l'annonce de la grève le 16 août dernier, le gouvernement avait ouvert le dialogue avec les avocats, sans succès. Regardez ce reportage de Kiyanga Shimtom et Claire Onemendi. Pour les avocats, ici en 2016, lors de leur dernière grève, le récent procès et la condamnation des séparatistes anglophones ont été la goutte d'eau de trop. Ils affirment que les dirigeants séparatistes anglophones ont été jugés par un tribunal militaire dans une langue qu'ils ne comprenaient pas et que c'est typique de ce qui va mal dans le système judiciaire. Les avocats eux-mêmes auraient été victimes d'abus, y compris d'agressions physiques. L'avocat Nicodemus Amungwa a dirigé l'équipe de communication du leader séparatiste anglophone, Ayuk Tabé. Il a décrit les circonstances d'un incident survenu en juillet. Il aurait été frappé par derrière par deux policiers à moto. Et il affirme que les mauvais traitements ont commencé lorsqu'il a essayé de se plaindre. Ils m'ont étranglé jusqu'à ce que je perde connaissance et je ne me suis retrouvé qu'à l'hôpital. Le souvenir de mon transport à l'hôpital est pénible car j'ai été jeté comme un colis à l'arrière d'un pick-up Toyota. Le Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun a décrit un certain nombre d'abus à l'encontre des avocats et de leurs clients, notamment de violences physiques, de prolongation inutile de garde à vue pour les suspects et de poursuites devant la Cour suprême. La Commission des droits de l'homme du pays soutient les avocats en grève. À la Commission, nous accueillons très favorablement cette action, parce qu'ils essaient d'utiliser un outil qui ne leur est pas adapté. Nous avons dénoncé les conditions de détention dans le pays et cherché diverses façons d'améliorer la situation des détenus. Ce que nous cherchons à faire en tant que défenseurs des droits humains, c'est de faire comprendre à la société que les prisons et les lieux de détention ne sont pas des lieux de torture. Le gouvernement a exhorté les avocats à reconsidérer leur grève. J'évoque, mesdames et messieurs, tout ceci à dessein pour inviter le barreau du Cameroun à son tour à prendre ses responsabilités en conduisant dorénavant les avocats, non plus dans la contestation tous azimuts, mais dans la collaboration,
avec les pouvoirs publics. De ce point de vue, il me plaît de souligner que le barreau du Cameroun est un ordre professionnel et non un parti politique d'opposition, ni une ONG des droits de l'homme. Les avocats sont des auxiliaires de la justice et ont mission, oh, combien noble mission, de contribuer à l'administration de la justice. Après plusieurs réunions pour éviter cette grève de 5 jours, les avocats n'ont pas cédé. Pour eux, faire changer les choses est une absolue nécessité. Et pour mieux comprendre ce qui se passe au Cameroun, nous sommes en ligne avec Maître Christian Daniel Bissou, avocat au barreau du Cameroun. Maître, merci d'être avec nous. Nous venons de l'entendre, vos revendications sont nombreuses. Mais qui est responsable ? Mais écoutez, les nombreux manquements et abus du personnel judiciaire sont la cause de nos revendications. C'est-à-dire que le personnel en charge de l'application de la loi, les acteurs de la chaîne de justice, notamment la police judiciaire, les magistrats, le personnel pénitentiaire et surtout le ministère. Quand je dis, je parle bien de ces personnes. C'est-à-dire que je ne parle pas des institutions que ces personnes représentent. Parce qu'à chacun à son niveau refuse l'application du code de procédure pénale qui est pourtant la loi qui est censée régir tout le système de la chaîne judiciaire. Lorsque vous avez un ministère qui a un plan d'action qui doit être mis en œuvre entre 2015 et 2019 et que vous vous retrouvez au bout de 2019 sans que les actions qui ont été prescrites dans ce plan d'action ne soient mises en œuvre, je crois qu'il y a un problème. Lorsque vous avez une profession comme la nôtre qui fonctionne sur la base d'un texte de 1990 et qui dit bien à son article 23 que les avocats camerounais ont droit aux honoraires et aux émoluments et que de 90 en 2019, vous attendiez le décret d'application pour la mise en œuvre de ces émoluments, je crois qu'il y a problème. Maître, dites-moi, le gouvernement vous accuse d'avoir politisé votre mouvement. Ils disent que vous semblez en effet afficher votre sympathie pour les séparatistes anglophones. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais dans le chapelet de revendications qui est le nôtre, je ne vois pas quelle est la revendication politique parmi les entraves qui ont été citées. L'on faisait allusion tout à l'heure d'un certain nombre de revendications, et je crois le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Chakounte Patié, l'a fortement rappelé, le barreau n'est pas un parti politique. Nous n'avons pas vocation à prendre le pouvoir ou à conquérir le pouvoir. Nous sommes un groupe social qui manifeste sa solidarité interne à travers cette grève et qui se désolidarise simplement du fonctionnement actuel de la justice parce que ce fonctionnement heurte de manière première l'activité. Et un certain nombre d'entraves et de manquements ont été soulevés. Nous pensons qu'il faut les résoudre préalablement. Ce n'est pas le Cameroun qui a inventé la profession d'avocat. Et le barreau n'est pas un barreau qui vit dans une situation conflictuelle habituelle. Nous sommes suffisamment patients, c'est pour ça que la grève a été projetée pour que le ministère et le personnel en charge de la justice prennent leurs responsabilités pour pouvoir trouver des solutions à ces revendications. L'avocat a un rôle central dans le service public de la justice et la défense est un droit constitutionnel. Merci maître, merci pour vos explications. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Cameroun. On poursuit ce journal avec le reste de l'actu, en bref et en images. Au Libéria, un incendie a causé la mort de 26 élèves et 2 enseignants. Le drame a lieu la nuit dernière dans une école coranique non loin de la capitale Monrovia. Les élèves étaient tous endormis lorsque l'incendie a éclaté. Le président libérien Georges Weah a exprimé ses condoléances aux familles. En RDC, l'ancien ministre de la Santé, Olé Ilunga, a été inculpé. Il est accusé d'avoir détourné plus de 4 millions de dollars destinés à la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Le parquet l'a placé en résidence surveillée. Olé Ilunga avait démissionné le 22 juillet dernier suite à un désaccord avec le président Félix Tshisekedi. Le point sur les élections législatives anticipées en Israël. Pour l'instant, les électeurs sont toujours dans l'attente. Alors que presque la totalité des bulletins ont été dépouillés, l'égalité est parfaite entre le Likoud de Benjamin Netanyahou et le mouvement de son rival Benny Gantz. Ce cas de figure ouvre la voie à un gouvernement de coalition.
Et puis des politiciens sud-coréens se rasent les cheveux contre la nomination des ministres pour le compte du département de la justice. Il s'agit du très controversé Cho Kuk, considéré comme potentiel successeur à l'actuel président. Les leaders de l'opposition en Corée du Sud se rasent souvent la tête en public, une façon pour eux d'exprimer leur opposition aux décisions du gouvernement. Passons maintenant à notre enquête du jour, focalisée aujourd'hui sur les inégalités dans le monde. Un nouveau rapport de la fondation Bill et Melinda Gates sur la réduction de la pauvreté dans le monde offre plusieurs chiffres assez accablants. Par exemple, un enfant tchadien a 53 fois plus de chances de décéder à cause de la pauvreté qu'un petit Finlandais. Les inégalités entre les pays persistent donc encore et toujours. Et en Afrique, ce débat est crucial, car le continent comprend 7 des 10 pays les plus inégalitaires de la planète. Au Ghana, il faudrait 1000 ans à une des femmes les plus pauvres pour gagner l'équivalent des mois de revenus de l'un des hommes les plus riches du pays. Et la richesse cumulée des 5 personnes les plus riches du Nigeria représente plus que l'intégralité du budget du pays. Ce alors que 60% des Nigérians vivent avec moins de 1,25 $ par jour, le seuil d'extrême pauvreté. Pour Bill Gates, co-auteur de ce rapport, la réduction des inégalités passe nécessairement par l'amélioration de l'accès à la santé et de nombreux progrès ont été constatés. Il s'est entretenu avec Sophie Kenyé, voici un extrait de l'entretien. Well, the greatest progress we've seen is cutting the child to death rate. Le plus grand progrès que nous avons constaté est la baisse du taux de mortalité infantile. Il a baissé de plus de la moitié depuis 1990. Et tous les pays ont réduit ce taux pendant cette période. Ils ont aussi fait des progrès en termes de nutrition et d'éducation. Pourtant, l'écart entre les pays à revenus intermédiaires et élevés et les pays pauvres est toujours considérable. Il y a deux façons d'améliorer ça. La première est de s'inspirer des pays à revenus similaires et d'analyser ce qui a marché pour eux. Et il y a de nombreux bons exemples en Afrique. Et l'autre option est de se concentrer sur les écarts au plan national, en tentant de mettre toutes les régions au même niveau. Les sports à présent et du football, la reine des compétitions continue sa première journée avec ce soir le match que tout le monde attend, Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Cette véritable affiche de gala promet d'être explosive, même si du côté parisien, on ne compte ni Neymar, ni Edinson Cavani, ni Kylian Mbappé. Les deux équipes se cherchent un peu en ce début de saison, donc cette rencontre est vraiment ouverte. Coup d'envoi, 19 h en temps universel. Mais ce n'est pas tout, car une autre affiche promet de faire couler beaucoup d'encre. C'est Atlético Madrid, Juventus Turin. Ce sont les retrouvailles entre ces deux clubs après leur époustouflant 8e de finale la saison dernière. Souvenez-vous, les Italiens, emmenés par un certain Cristiano Ronaldo colossal, avaient éliminé l'Atlético Madrid au terme des matchs totalement fous. On en attend donc tout autant ce soir. Les Spurs de Tottenham, de leur côté, sont eux actuellement à quelques minutes d'ouvrir leur campagne européenne. Les finalistes de la dernière édition sont actuellement en Grèce pour affronter l'Olympiakos. Et puis, même si certaines des plus grandes stars du football seront sur les pelouses ce soir, il y a peu de chances qu'ils puissent faire ceci. Voici les championnats d'Afrique de football freestyle. Et au bout de suspense, c'est l'Ivoirien Abdoul Koné que vous voyez à l'écran. Regardez, admirez sa gestuelle. Il garde sa couronne de champion d'Afrique de freestyle. Et en plus du chèque de 3 000 $, Koné pourra participer au grand rendez-vous mondial de freestyle à Miami aux États-Unis en novembre, tout frais payé, et représenter, on l'espère, dignement la Côte d'Ivoire. Et avant de se quitter, c'est encore du sport, un véritable exploit. Regardez, cette nageuse est une Américaine survivante des cancers du sein. Sarah Thomas, 37 ans, est devenue hier la première personne à avoir traversé la Manche à la nage 4 fois d'affilée. Une performance qui lui a pris 54 heures. Elle est arrivée à Douvres, dans le sud de l'Angleterre, sous les applaudissements d'un petit groupe de personnes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment sur Ontachi TV en RDC. Bonne soirée à tous, demain vous retrouverez Lamine Norizine Kankoubou. Au revoir.